commencer. Je vais peut-être pas présenter directement Johann Michel, vous le connaissez, donc il est professeur à Poitiers, il fait partie de son centre de recherche au MOS, à l'école des hautes études. Il est membre de l'IUF, il est l'auteur d'un certain nombre de livres que vous connaissez aussi, entre le livre sur Ricoeur, qui date déjà un certain nombre d'années, un certain nombre de travaux, notamment sur l'interprétation et notamment dans la dimension de la philosophie sociale avec quand le social vient au sens, qui a été publié chez Peterland. Voilà, et donc aujourd'hui, nous allons parler de Homo Interpretans, donc l'ouvrage de Johann Michel, publié chez Hermann, qui est sorti il y a jusqu'à pendant, c'est ça? Oui, c'est ça, novembre. En novembre. Donc, c'est un ouvrage qui, comme vous le voyez, qui est un ouvrage imposant, avec plus de 400 pages, que j'ai relu pour l'occasion. Ça, c'est la règle du cercle herméneutique, il faut au moins 2 fois pour comprendre, ou pour comprendre mieux. Et je l'ai lu, je l'ai relu avec enthousiasme. Alors, d'une part, parce que dans le paysage philosophique français, l'herméneutique n'existe pas beaucoup, l'herméneutique ou la philosophie de l'interprétation, puisqu'il n'est pas question que d'herméneutique ici. La philosophie de l'interprétation n'existe quasiment pas, malgré la popularité actuelle de Ricoeur, mais l'herméneutique comme telle est rarement comprise. Et donc, un ouvrage de cette importance permet de rouvrir, comme le dit Johann Michel, le chantier de l'herméneutique. Alors, malgré cette absence d'ancrage véritable dans la philosophie française, bon, il y a quelques frémissements, il y a quelques publications, l'interprétation est au programme de l'agrégation interne, et j'espère donc que les candidats auront le temps de lire cela dans les épreuves. Donc il y a quelques frémissements, d'une part pour ce qui est de l'interprétation, et d'autre part pour une deuxième dimension qui est une dimension de l'ouvrage, qui est l'intérêt porté à l'anthropologie et à l'anthropologie philosophique, puisque Homo Interpretans est bel et bien une thèse sur ce qu'il en est de l'homme, voire du propre de l'homme, même si il y a une difficulté à définir, comme toujours, le propre de l'homme. Mais en tout cas, il s'agissait de lever cet interdit anthropologique qui avait été celui de Husserl, celui de Heidegger, que, comme tu le rappelles, comme tu le rappelles, Blumenberg, dans Beschreibung des Menschen, avait contribué à lever, sans donner d'ailleurs de définition claire de ce propre de l'homme, malgré là aussi c'est un ouvrage extrêmement lumineux, dans Description de l'homme, donc, lever cet interdit anthropologique et donc affirmer une thèse sur l'interprétation et sur l'être de l'homme. Et cela sans se référer aux herméneutiques dites traditionnelles. Alors c'est un livre que j'ai lu avec enthousiasme, d'une part parce que il se lit extrêmement bien, et parce que Johann Michel a quasiment tout lu, pour, en tout cas, tout le domaine français, et au-delà, anglais, allemand, et il arrive à restituer dans une lecture qui est toujours problématisée, très finement problématisée, dans une dialectique fine, comme dit Ricoeur, à présenter les différentes thèses, tout en les organisant systématiquement dans cette œuvre qui représente ainsi une somme, pour ainsi dire, de ce dont on dispose, si vous voulez, dans le champ herméneutique contemporain, avec toujours une pensée extrêmement critique. Et on le verra, enfin on le verra, vous le verrez en le lisant si vous n'avez pas encore lu, puisque à chaque fois que Johann Michel restitue l'une de ses pensées pour essayer d'en tirer ce qu'il peut en tirer pour élaborer une anthropologie de l'homo interpretans, de l'homme qui interprète, il se retrouve très souvent dans ce que tu appelles « je suis embarrassé, je suis perplexe, c'est difficile », etc. Donc cette perplexité, cet embarras et cette difficulté, qui n'est rien d'autre évidemment que la manifestation, d'après ta propre définition, la manifestation de l'effort de comprendre, puisqu'il faut se trouver devant une certaine étrangeté, s'il faut interpréter, et par conséquent chercher à comprendre.
Donc il n'y a pas une théorie, pas une thèse qui ne soit mise en œuvre sans qu'il y ait cette interrogation critique et qui manifeste justement l'embarras, la perplexité, etc. Et c'est donc, là j'expose d'abord ma première impression, c'est donc là qu'il y a une évidente fraîcheur, une fraîcheur dans l'analyse, puisque une fraîcheur de la pensée qui permet justement de revenir en dehors de tout vocabulaire jargonneux, etc., mais très directement à même les textes, à même les thèses, de revenir sur ce qui, à chaque fois, paraît essentiel. Alors, l'ouvrage n'est pas inutilement technique, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas érudit, puisqu'il y a une somme de connaissances qui est travaillée, si vous voulez, dans l'ouvrage et qui est considérable. Donc, je ferai une présentation très brève pour poser ensuite quelques questions à Johan, et qui sera de présenter son ouvrage. Je vais simplement présenter la structure générale. La structure se fait en deux parties. Vous avez une première partie qui s'intitule « Le dévoilement ordinaire du monde » et une seconde partie qui s'intitule « Le déchiffrement savant des signes ». Alors la première partie, elle porte à proprement parler sur les fondements de la dimension anthropologique de l'interprétation, fondements de la dimension anthropologique qui sera parcourue de la nature à la culture et à la politique, c'est-à-dire à la vie en société, sociale et politique. Et cela établit les fondements de l'homo interpretans qui cherche notamment à préciser, dans la discussion d'un grand nombre de travaux, pour ce qui est de la nature, entre autres les travaux de Jean-Claude Jans, qui sont largement discutés, tant dans cette partie que dans la deuxième partie, sur l'herméneutique de la nature, en reprenant et en précisant le concept d'interprétation. Et c'est là-dessus que je vais dire juste deux mots, puisque le concept d'interprétation est un concept d'interprétation qui est précis, qui est retravaillé pour s'opposer à ce que l'on peut appeler l'interprétationnisme, c'est-à-dire les philosophies qui affirment que tout est interprétation et que par conséquent on peut se permettre simplement de... Alors les allusions, les références sont à des auteurs allemands comme Abel par exemple, ou Hans Lenk, enfin il y a des auteurs qui disent que tout est interprétation, une interprétation première qui est simplement la réaction de quelque chose à son milieu, jusqu'à des interprétations qui sont des interprétations réfléchies. On peut établir des grades, des degrés de l'interprétation. Alors, pour Johan, il me semble que l'intérêt est de dire que l'interprétation, lorsqu'on prend le concept au sens trop large, ne permet d'une part pas du tout d'élaborer une anthropologie de l'homo interpretans, puisque effectivement il y a des processus de réaction, etc., donc on peut dire que c'est de l'interprétation, ce que tu appelles de la proto-interprétation, donc c'est antérieur à la véritable interprétation, alors que la véritable interprétation, c'est celle, c'est la définition, c'est celle qui est nécessaire lorsque le sens devient problématique, c'est-à-dire celle qui va susciter, c'est la compréhension qui va susciter une interprétation, et ce qui permet à donc Johann Michel de distinguer plusieurs façons de poser problème, c'est-à-dire d'être problématique, c'est-à-dire d'ouvrir des... Alors c'est une partie très intéressante, c'est vers les pages 126, des régimes de problématicité du sens. Le sens est problématique suivant plusieurs régimes, et là tu en relèves toute une série. Qu'est-ce qui fait problème? Et cette problématicité du sens, qui elle-même est catégorisée, il y a un certain nombre de types, tu pourras y revenir sans doute, va engendrer un certain nombre de pratiques interprétatives, alors des catégories que Johann Michel appelle des ethno-interprétations, c'est-à-dire, bon là le terme est peut-être un peu plus technique, c'est des interprétations indigènes, si on veut, c'est-à-dire qui sont internes à un certain type de problématicité, et qui va donner lieu à, là aussi un terme technique, mais dont on peut se passer à mon sens presque, mais il est bien trouvé, c'est les interprétations, c'est-à-dire ce sont des catégories, si vous voulez, des catégories de l'interprétation, catégories qui, donc c'est l'équivalent des existentiaux, heideggeriens, donc des interprétations. Moi je ne sais pas si le terme, il faut s'acclimater à ce terme.
alors là aussi, tu en donnes un certain nombre d'exemples en relation avec la problématicité. Alors il y a toute une liste de la description, tout cela. Alors, de façon évidemment non exhaustive, puisque Johann est toujours très prudent, en régime de finitude, on ne prétend pas à l'exhaustivité de la description des différents modes d'interprétation. Et ce sont ces activités-là qui se rencontrent dans la vie ordinaire et qui seront repris et systématisés dans la deuxième partie qui est consacrée aux interprétations savantes. Alors, l'essentiel étant pour une interprétation qu'elle est liée donc à une rupture d'intelligibilité qui suscite la réflexion et donc une certaine suspension de sens, réflexivité et ensuite donation de sens ou création de sens. Ça, c'est le mouvement général. Donc là, ça donne à peu près la structure de la première partie avec ces moments essentiels. Une deuxième thèse que je donne juste en passant et qui permet de se démarquer, entre autres, d'un certain nombre d'herméneutiques, c'est l'insistance sur le fait que comprendre n'est pas interpréter. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension immédiate, on peut comprendre sans interpréter, de même qu'il y a dans la proto-interprétation, c'est-à-dire dans l'interprétation qui n'est pas réfléchie, mais qui est une réaction à un stimulus, par exemple, il y a aussi une interprétation immédiate, c'est-à-dire que nous n'interprétons pas tout le temps ce qui semble être une évidence si on veut garder un certain sens au terme d'interprétation. Et c'est que dans le cadre restreint de cette définition de l'interprétation qui n'est pas l'interprétation immédiate et de la compréhension qui n'est pas la compréhension immédiate, mais l'interprétation qui est appelée par une compréhension que l'on n'a pas, c'est-à-dire qu'il faut ne pas comprendre pour interpréter, pour comprendre, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que c'est sur ce cadre-là que porte la réflexion sur l'anthropologie ou sur les conditions anthropologiques des conditions de possibilité de l'interprétation. Ça, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie, je vais aller très vite pour qu'on puisse discuter. La deuxième partie va passer, ça c'est dans le monde ordinaire, c'est-à-dire c'est une description plus générale, monde ordinaire, depuis le monde de la nature jusqu'au monde social et politique. La deuxième partie va passer du monde ordinaire au monde savant et va porter cette fois non plus sur un questionnement premièrement anthropologique, puisque là on en vient à une conséquence, mais sera un questionnement davantage épistémologique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, que Johann va s'intéresser aux interprétations, si on peut dire, c'est-à-dire à ces catégories de l'interprétation, mais non pas mis au service de la vie ordinaire, mais mis au service de la science. Et donc, d'une part, il s'agira de répondre à la question essentielle de savoir si les interprétations sont relatives ou s'il peut être question de la vérité en science, et avec la question qui est une question essentielle pour la problématique herméneutique et qui a une question essentielle et une question centrale qui est de savoir s'il peut exister ou s'il existe un certain progrès dans la compréhension, c'est-à-dire ce qui est lié au problème de la vérité, c'est-à-dire savoir si on peut passer à une meilleure compréhension. Johann Michel distinguant toujours le passage à une meilleure compréhension en disant qu'on ne peut pas pour autant affirmer passer à la meilleure compréhension. Donc la question est de savoir s'il y a effectivement pour l'homo interpretans dans la dimension scientifique une prétention à la compréhension meilleure. Et c'est là qu'il sera question d'herméneutique, puisqu'il n'en était pas question dans la première partie. Dans la première partie, il était question de l'interprétation. L'herméneutique qui est définie, je lis la définition, c'est page 272, il y a, et on comprend de ce fait qu'il n'en est question que dans la deuxième partie, il y a herméneutique dès lors qu'une discipline savante met en œuvre des procédures et des méthodes spécifiques d'interprétation pour surmonter la problématicité du sens. Donc on voit que c'est évidemment que dans la deuxième partie que l'on peut parler, à proprement parler, d'herméneutique, et que l'herméneutique ne se trouve que dans le domaine savant, avec des questions dont traite Johann. Alors là, je ne peux pas évidemment résumer. La grande question sera de savoir, est-ce qu'on peut étendre le paradigme herméneutique dont le modèle relève des sciences philologiques et exégétiques, est-ce qu'on peut étendre ce modèle herméneutique à d'autres sciences humaines que ces sciences-là,
et cela jusqu'à l'objectivation dans la nature. Alors, Johan parle, peut-être que tu pourras en dire quelques mots, de la possibilité d'étendre cela, bien entendu, en partant de la réflexion sur le texte, avec une réflexion aussi sur l'histoire de l'herméneutique, mais là, j'y reviens pas, mais l'étendre d'une part à la science historique, ce qui est quelque chose qui est relativement connu, parce que c'est quelque chose qui est plus usuel. Ce qui est plus rare, c'est, et qui est connu aussi, c'est, et surtout tu en as parlé, et puis lui qui avait aussi, l'extension de l'herméneutique à la sociologie, ou alors à l'ethnographie, avec Clifford Geertz, qui n'est pas toujours pris en compte, mais que l'on connaît, et de façon, alors là, beaucoup, encore, là je ne connaissais pas du tout, l'extension à l'économie, ce que tu appelles les herméneuticiens autrichiens, que je ne connaissais pas, mais où intervient aussi le problème de l'interprétation par rapport aux valeurs, par rapport à l'attribution des valeurs. Donc je ne veux pas résumer ici, parce que c'est trop passionnant et trop précis pour que l'on puisse résumer, mais on voit bien que la levée de l'interdit anthropologique a plusieurs conséquences. D'une part, il permet d'emprunter une voie longue, c'est-à-dire de repasser par l'explicitation à la fois de ce que c'est qu'être dans la nature, qu'être dans le monde, que d'être avec d'autres, etc., etc. Et de passer ensuite par les savoirs positifs qui permettent d'en rendre compte pour élaborer une réflexion sur l'essence et la portée de l'interprétation. Donc une voie plus longue. Quand on dit voie longue, on pense à Ricoeur, qui opposait la voie longue qui passait par le détour des symboles, mais ici il ne s'agit pas de passer que par le détour des symboles, il s'agit de passer par l'intégralité des savoirs positifs. Donc une voie longue qui s'oppose à une voie courte qui, d'après Ricoeur, était la voie qui essayait de passer immédiatement du Dasein, pour lequel il est question de son être, à la question de l'être, qui serait pour Ricoeur la voie courte. Donc l'enjeu est de mettre en évidence, d'une part, l'homme dans le monde, d'autre part, l'importance de l'interprétation de notre savoir dans le monde, dans notre effort, de l'homo interpretans comme homme qui essaye de comprendre et d'agir dans un monde, pour reprendre l'idée philosophique classique, dans un monde qui l'étonne, finalement. Voilà ce que je voulais dire pour résumer l'ouvrage, enfin, pas le résumer, le présenter. J'ai été trop long. Ah non, c'était parfait. Peut-être je réagis d'abord à tes commentaires, et puis après tu pourras peut-être me poser comme ça. Alors d'abord, en te remerciant. Et puis, aussi et puis après, on le le public après les questions au public. D'abord, de manière préliminaire, en te remerciant à plusieurs titres. D'abord d'avoir accepté de présenter et de discuter ce projet, de l'avoir restitué avec vraiment intérêt et fidélité. Également en amont, d'avoir pris le temps de marquer des commentaires sur le texte, très utiles. Je pense aussi à ceux de Jean-Claude qui ont été extrêmement précieux. Le livre n'aurait sans doute pas été ce qu'il est sans ses lectures et sans ses commentaires et sans ses dialogues. Donc ça, j'insiste bien sur ce point. Alors, oui, tu as très bien restitué le projet. Alors, le terme important que tu as évoqué au début, c'est vraiment celui d'anthropologie philosophique. Le projet tente de renouveler l'interrogation de l'anthropologie philosophique, qui a surtout été travaillée dans la tradition allemande, et à l'aune, en même temps, de la tradition herméneutique. Et en même temps, avant d'aller du côté de l'herméneutique, comme tu l'as dit, savante, qui est surtout abordée en seconde partie, d'essayer de penser une anthropologie interprétative. Donc, par rapport à la galaxie des herméneutiques contemporaines, essayer, avec d'autres, je ne suis pas le seul, de frayer, au moins pour la première partie de l'ouvrage, une troisième voie, qui ne soit pas simplement la voie, on va dire, heideggerienne, ou la voie ontologique de l'herméneutique,
qui ne soit pas seulement, même si j'y travaille dans la seconde partie, la voie méthodologique épistémologique, pour faire vite, de Dilthey, Schleiermacher, Dilthey, Ricoeur, mais une voie proprement anthropologique. Hein. Donc la place de l'interprétation, avant qu'elle soit une science des textes, une science de l'action, la place de l'interprétation dans nos activités ordinaires. D'où en même temps, et j'espère que c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'ouvrage, au moins pour la première partie, de faire dialoguer la philosophie avec les sciences sociales. Hein, avec les sciences sociales, puisque s'interroger sur l'interprétation dans nos activités ordinaires, c'est aussi s'appuyer sur un certain nombre de travaux d'anthropologues, de sociologues qui ont travaillé sur ces questions-là. Alors que c'est des traditions qui ne se croisent pas forcément. C'est-à-dire, bon, à part des gens comme Quéré ou autres qui ont pu lire Gadamer ou Habermas, il y a des sociologues, des anthropologues qui vont travailler sur l'interprétation, et puis bon, les philosophes qui vont travailler, eux, du côté de leur tradition. Donc là, il y avait vraiment une volonté, pas simplement encyclopédique, de synthèse ou d'érudition, mais vraiment de faire travailler à la fois les traditions philosophiques, et pas simplement justement la tradition herméneutique, la tradition pragmatiste, lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de mon laboratoire à l'HESS, à l'Institut Marcel Mauss, notamment à travers Dewey, m'a été extrêmement utile aussi pour essayer de repenser, non pas une herméneutique au sens savant du terme, mais vraiment une anthropologie interprétative. Et après, le second mouvement que tu restitues aussi très bien, c'est l'articulation entre cette anthropologie interprétative qu'on trouve dans le monde de la vie ordinaire avec le monde savant. Donc avec les modes d'interpréter dans le mode savant. Donc ce que j'appelle des interprétations, ou des techniques interprétatives, on en trouve. On utilise, sans même savoir qu'on les utilise, la clarification, la contextualisation. Je ne sais pas, vous êtes à votre fenêtre, vous entendez un bruit, qu'est-ce que c'est, vous allez enquêter, vous ne comprenez pas spontanément pourquoi il y a un cri. Bon. Et vous allez contextualiser, enquêter, essayer de clarifier. Donc vous allez mettre en place, ou on va mettre en place, un certain nombre de techniques que j'appelle des ethno-interprétations ou des interprétations qui sont tout à fait centraux. Qu'on va retrouver également à l'échelle savante, bien évidemment, la clarification, la contextualisation, la traduction, mais à des degrés sophistiqués. Donc l'un des enjeux, et c'est là où je reprends aussi un peu la méthode de la Rückfrage chez Husserl, reprise aussi par Ricoeur, c'est comment les activités savantes d'interpréter, les techniques savantes d'interprétation, à la fois dérivent du monde de la vie, de la Lebenswelt, pour lesquelles précisément ces interprétations, ces techniques ordinaires fonctionnent, et en même temps comment ces technologies savantes se détachent. Donc là, je reprends très clairement une dialectique ricoeurienne là-dessus, se détachent pour proposer précisément des technologies plus sophistiquées dans des cadres de procédures, d'attestation de la preuve, etc., qui font que précisément l'herméneutique n'est pas l'interprétation ordinaire. Bon. Donc ça, c'est un point très important. Alors, tu l'as dit, Ricoeur, sur lequel je travaille depuis presque 20 ans maintenant, ça ne rajeunit pas, est un interlocuteur très très important, pas le seul. Et de ce point de vue-là, j'essaie de complexifier cette voie longue. C'est une reprise de la question de la voie longue de l'herméneutique que j'essaie de proposer dans cet ouvrage, mais en essayant de prolonger, de la prolonger notamment sur deux niveaux principaux. Le premier niveau, c'est d'étendre le processus d'extension que Ricoeur lui-même a continué à poursuivre à des sciences humaines et sociales sur lesquelles il a moins travaillé. Bon, Ricoeur a surtout, comme vous le savez, travaillé sur l'histoire, un peu sur la sociologie, mais pas sur l'économie, peu sur l'ethnographie. Donc le projet était de poursuivre cette voie longue de l'herméneutique, ce processus d'extension
à d'autres sciences humaines et sociales. Deuxième prolongement ou amendement qui tient au fait que dans la tradition issue de Dilthey, de la fameuse dichotomie entre les sciences de l'esprit et les sciences de la nature, bon, même si Ricoeur remet en cause, pour ceux qui en sont les spécialistes ici ou connaissent cette distinction, Ricoeur part de cette distinction, de cette dichotomie, comment entre expliquer et comprendre, pour essayer de la dialectiser, mais il reste encore, je crois, et c'est un problème, je crois, dans sa philosophie, encore dans, finalement, l'idée que l'interprétation et la compréhension seraient uniquement propres aux sciences de l'homme, hein, grosso modo, et qu'il évacue en grande partie la question de la compréhension, de l'interprétation, que ce soit au niveau ontologique, on va dire, ou au niveau méthodologique des sciences de la nature. Donc là, pour moi, et les travaux de Jean-Claude m'ont été d'une grande utilité ici pour essayer justement, là aussi, d'étendre la question du paradigme herméneutique aux sciences de la nature. Non pas en faisant une fusion, hein, il ne s'agit pas du tout de proposer une fusion, mais la question de la nature mérite un traitement herméneutique que ne pense pas Ricoeur, hein, très clairement, et que d'autres, à sa suite, dont Jean-Claude, ont essayé de penser. J'ai essayé de m'inscrire dans ce renouvellement donc, de cette voie longue de l'herméneutique. J'ai déjà parlé, mais je vais écouter tes questions peut-être plus précises. Non, là, juste pour reprendre ce dernier point. Il est vrai, bon, je l'avais dit, l'une des originalités, enfin l'un des points vraiment très nouveaux est d'inclure dans cette réflexion, enfin de l'élargir, hein, de l'étendre à cette réflexion avec la nature. Cela se fait dans un premier temps en distinguant les types d'interprétation dans la nature et chez l'homme. Mais, et ensuite essayer de voir si effectivement il n'est pas possible d'avoir une espèce d'herméneutique du vivant, herméneutique de la nature, en étudiant la biosémiotique dont parle Jean-Claude, dans ses éléments pour une herméneutique de la nature. Mais je lis à la page 267 que tu écris « L'avertissement de Dilthey nous semble toujours valable, nous ne comprenons pas la nature. » Nous ne comprenons pas la nature, ce qui veut dire que comprendre la nature, enfin tu le dis, c'est toujours comprendre de manière analogique. Hein, on comprend la nature de manière analogique en disant, et moi je suis d'accord avec cela, que finalement c'est l'homme qui fait parler la nature, ça c'est Kantien. Tout à fait. C'est l'homme qui fait parler la nature. Et donc, alors avec cette difficulté, donc est-ce que effectivement c'est cela, donc jusqu'où on peut aller dans une herméneutique? C'est une première question. Et ensuite, est-ce que ça va avec cette idée que j'ai toujours trouvée très compliquée, qui consiste à dire, bon d'accord, on ne comprend pas la nature, et en fait, et c'est Dilthey qui va le dire, on ne comprend que ce que l'esprit a créé, enfin, on comprend les ultimations de l'esprit, référant à Vico, enfin peu importe. Alors ça me paraît vraiment pas évident. Il n'est pas du tout évident que l'esprit soit particulièrement disposé à se comprendre lui-même. Je ne vois pas au nom de quoi. Parce qu'on voit bien que l'esprit très souvent ne se comprend pas trop, hein, et qu'on a, comme toute la philosophie le montre, on a quand même beaucoup de peine à comprendre l'esprit. Donc oui, c'est une question. Non, c'est une question extrêmement importante. Donc il y a deux niveaux à prendre en compte. Il y a un niveau ontologique au sens large et un niveau méthodologique ou épistémologique. Bon. Ce qui m'a beaucoup intéressé en lisant les travaux de von Escul, de Schepp ou de ceux qui ont travaillé sur la biosémantique, c'est de prendre au sérieux, sans aller jusqu'au bout, l'hypothèse, au départ, qu'il y aurait des formes d'interprétation dans le monde de la nature, en tout cas chez certains êtres vivants. Alors, je parle plus en reprenant distinction de Taylor, de proto-interprétation, mais je laisse, en tout cas, je ne suis pas biologiste, donc j'ai lu un certain nombre de travaux de biologistes, mais je ne suis pas biologiste,
en laissant quand même ouvert le débat, au moins chez les mammifères supérieurs, sur le fait que dans certaines situations, s'il n'y a pas des formes d'interprétation, c'est-à-dire si on n'a pas déjà des mécanismes quasi réflexifs. Lorsqu'un animal est aux aguets, lorsque... Bon, Oui. Donc je ne tranche pas de manière catégorique. Et de ce point de vue-là, je ne partage pas non plus des points de vue plus radicaux, comme ceux de Florence Burga, là, qui vont vraiment presque casser, et qui vont, c'est ce que j'essaie de montrer un peu dans le livre, critique de Heidegger, bien évidemment, par rapport à la thèse classique, ou une des thèses classiques, voilà, l'animal privé de monde, etc. Mais en même temps, elle peut avoir tendance elle-même à essentialiser l'animal. C'est-à-dire, bon, l'animal, ça va de je sais pas moi, du crabe ou de bactéries jusqu'au mammifère supérieur. Bon, par certains côtés... Avec le problème du végétal. En plus, avec le problème du végétal. C'est-à-dire que pour elle, elle repose une autre dichotomie. C'est-à-dire, grosso modo, il y a le végétal et il y a l'animal dans lequel on inclut l'humain. Alors qu'une approche... j'essaie d'avoir une approche plus gradualiste, c'est-à-dire des proto-interprétations aux interprétations. Il n'y a pas une différence de nature pour reprendre les distinctions classiques. Il y a des mécanismes en fonction de l'échelle du vivant, des degrés à chaque fois plus supérieurs, même si bien évidemment chez l'homme, où, par notre constitution biologique, néocortex, etc., où le processus interprétatif est le plus riche, le plus complet, etc. Mais je n'exclus pas, en tout cas, a priori, dans au moins le cas des mammifères supérieurs, des mécanismes qui ne soient pas seulement proto-interprétatifs, qui soient presque quasi-interprétatifs. Donc là, il faudrait poursuivre le dialogue avec des biologistes et à l'appui d'études empiriques, pour montrer dans quelle mesure cela est vérifié, dans quel cas d'animaux, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important par rapport à cette question. Donc au niveau ontologique, on va dire, et un second niveau, on va dire méthodologique ou épistémologique, c'est-à-dire du point de vue des sciences du vivant. Du point de vue des sciences du vivant, qui ont, et là pour moi ça a été vraiment une vraie découverte de travailler sur un certain nombre de ces écrits, qui ont intégré en partie, certaines formes de tradition herméneutique sur le plan méthodologique et épistémologique, la place de l'interprétation, du point de vue de la position du chercheur par rapport à la nature, etc. Sans pour autant, et là je rejoins précisément le point du passage, gommer toute différence, c'est-à-dire que le physicien, le physicien ou le biologiste qui travaille sur, le physicien qui travaille sur un champ de particules, les champs de particules, certes produisent des signes, mais ce ne sont pas des symboles. Et là, de ce point de vue-là, il y a une différence irréductible entre le monde auto-interprétatif ou auto-compréhensif humain, culturel, et un champ de particules, ou même la TIC, pour reprendre les travaux classiques de Fortescue. D'accord. Alors, peut-être peut-on revenir sur un point qui me paraît important, et là aussi original, dont tu as parlé tout à l'heure, à savoir, surtout à partir de la première partie, lorsqu'on remonte vers ce que tu appelles des sociétés d'interprètes, des communautés, Apple appelle ça des Interpretationsgemeinschaft, des communautés d'interprétation. Donc comment on en vient à ces communautés d'interprétation, et comment ces interprétations justement sont des interprétations qui sont partagées, qui constituent donc des groupes sociaux, des communautés. Et dans ce contexte, il y a dans la première partie, mais en fait, alors je voulais savoir, c'est une question, parce que ta dernière phrase de conclusion dit, je peux lire juste les dernières phrases de la conclusion. La faculté et l'activité interprétative de l'homme ne sont pas plus fondatrices que d'autres, elles témoignent cependant au mieux de notre condition réflexive ouverte sur le monde qui excède les bornes de l'environnement le plus proche, d'un monde qui a perdu une part substantielle de sa familiarité, des autres dont les intentions n'ont plus l'évidence du sens commun, d'un soi devenu étranger à lui-même. La reprise du sens, quand elle n'est pas déprise, rouvre alors le monde à d'autres horizons de signification. Un monde qui n'est plus seulement offert comme spectacle du sens, quand l'interprétation est authentiquement productrice, mais un monde reconfiguré et revigoré par nos transformations. Se dessinent alors
les contours d'une politique de l'interprétation. Donc, je voulais souligner le fait que tu termines ici sur l'idée d'une politique de l'interprétation, laquelle pensée politique est développée en fait dans la première partie, et notamment dans le débat très intéressant de l'ouvrage que tu as édité, du dialogue entre Ricoeur et Castoriadis. Donc voilà, donc est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, cette dimension sociale que l'on retrouve notamment aussi chez Boltanski, enfin des chercheurs qui sont... il était au Mousse. Oui, mais il y a eu scission depuis. Voilà, bon, il était là-bas. Il était là-bas. Voilà, il était là-bas. Et donc, effectivement, l'idée que la pensée éthique et politique, l'injustice, enfin, qu'il y a un travail critique et qui se passe par le travail de l'interprétation, donc quelle est justement cette dimension politique sur laquelle tu termines ton ouvrage et dont tu parles dans la première partie. Merci, mais c'est une question importante. Alors, il faudrait faire une distinction par rapport à deux chapitres toujours de la première partie, entre ce que j'appelle des collectifs interprétants, l'interpréter ensemble, dans une perspective à la fois sociologique et anthropologique, qui vise à montrer que nous pouvons être collectivement affectés par des régimes de problématicité du sens. Que la question de la problématicité du sens n'est pas seulement quelque chose que l'on vit individuellement. Et que des collectifs peuvent éprouver, les associations par exemple, vont pouvoir se constituer comme collectifs interprétants lorsqu'elles vont être confrontées à des situations problématiques, des situations injustes, etc., qu'elles vont essayer de donner un autre sens, de problématiser autrement, et éventuellement de mettre en place des dispositifs pour changer un état du monde. Donc ça, c'est un concept descriptif, lorsque je parle de collectif interprétant, et qui vise aussi à montrer la dimension sociale et collective, en général, de l'interprétation. Alors, même s'il faudrait aussi sous-distinguer entre le fait que même une interprétation individuelle est toujours aussi adossée à des cadres, ce que j'appelle des cadres ou à des schèmes collectifs d'interprétation, et le fait qu'il y ait des collectifs qui se constituent précisément en collectifs d'interprétation pour affronter des situations problématiques. Donc ça, c'est un premier point. Un premier point qui vise à donner une vision descriptive de cette notion de collectif interprétant. Ensuite, une dimension beaucoup plus normative. Et c'est un peu celle que tu visais, notamment lorsque je discute Ricoeur, Castoriadis et même Boltanski. Et à la toute fin également, le livre d'Yves Citon, qui a un très beau livre, qui a construit, je crois, cette notion de société d'interprètes et de politique de l'interprétation. C'est vraiment Citon qui parle de ça pour la première fois à ma connaissance, et je reprends en le reposant autrement. Alors ici, c'est se situer d'un point de vue normatif, au sens, avec Citon notamment, où nos sociétés sont de plus en plus des sociétés d'information, d'information qui circulent, où c'est précisément le règne de la compréhension immédiate qui prime de plus en plus. Et Citon, et de ce point de vue-là, je me sens assez proche de ces thèses, jusqu'à un certain point du moins, vise à faire en sorte que l'interprétation, au sens fort, redevienne au cœur, précisément, de nos rapports aux signes, au sens, à autrui, aux institutions, ce qui suppose précisément, ce qui est essentiel pour lui, des temps de latence. Des temps de latence, des temps où on ne répond pas en permanence aux textos, aux mails, etc., aux informations, mais qu'il y ait une vraie politique du temps mort. Retrouver une autre forme de scoler, enfin de scoler ou d'époquer, mais qui ne soit pas simplement l'époquer à la Husserl, mais qui soit vraiment le temps de la suspension du sens. Le temps de la suspension du sens qui va permettre précisément à l'être humain de retrouver une véritable réflexivité, une plus grande maîtrise également sur le sens, de nouveaux sens, puisque chez Citon il y a
il y a quelque chose d'assez deleuzien hein, qui le travaille dans son texte, et avec l'idée de créer de nouveaux sens, hein, et notamment dans le domaine de l'art, etc. Donc je me sens assez proche de cette politique normative des collectifs interprétants, d'un côté, et de l'autre, mais peut-être que tu vas y venir, que j'anticipe sur une autre des questions, une perspective plus criticiste post-kantienne à Apple, notamment, avec Ricoeur en partie, qui vise à penser une juste politique de l'interprétation. Une juste politique de l'interprétation, en tout cas, non pas la meilleure interprétation, ce que tu évoquais dans ta présentation, mais construire des conditions qui permettent de créer des progrès de l'interprétation par rapport à des thèses notamment plus relativistes, issues de l'herméneutique postmoderne, à la Vatimo, à la Rorty, et dans une certaine mesure chez Gadamer, mais aussi chez Gadamer c'est beaucoup plus complexe. D'accord, oui. Alors justement, oui, on peut prolonger peut-être directement là-dessus. Parmi les références, en fait, tu dis à un moment que tu résumes, si tu veux, si je vois bien, c'est page 284, ta démarche comme une tentative de reconfiguration de la voie longue de l'herméneutique dans le sillage de Ricoeur et de Apple, c'est-à-dire d'une herméneutique critique, hein, qui ne se limite évidemment pas à l'herméneutique des textes, qui s'étend de l'herméneutique des textes, mais qui opère ce que tu appelles une extension contrôlée. Une extension contrôlée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on interprète tout, mais il s'agit malgré tout de donner un certain nombre de règles de l'interprétation. Ce que l'on voit chez Ricoeur, chez Apple, notamment lorsqu'il s'applique au social, ce que l'on voit chez Habermas, qui est proche aussi parce qu'il est régulièrement cité tout au long de l'ouvrage. Ah oui, non, mais c'est un contributeur. Il est cité tout au long de l'ouvrage. Et alors chez Apple, justement, je voulais savoir justement comment tu penses ton rapport à Apple, et notamment le passage de cette théorie du passage, enfin de la réflexion sur ce que c'est que mieux comprendre, qui est en fait chez Apple, si je vois bien, une opposition à Gadamer au départ. Pour lui, il faut répondre à Gadamer, et il faut montrer comment on peut mieux comprendre. Et ensuite, c'est à partir de ce mieux comprendre qu'il élabore, et c'est le prolongement direct, hein, le mieux comprendre qui est un problème théorique, hein, au départ, de la compréhension, pas nécessairement des textes, mais du dialogue, qui ouvre sur une éthique de la discussion, et qui, de ce fait, ouvre aussi sur une certaine forme de la vie démocratique, hein, c'est-à-dire de la vie sociale et politique. Donc je voulais savoir comment tu... Tout à fait. Non, effectivement, Ricoeur est l'auteur le plus cité de l'ouvrage et celui qui le porte le plus dans mon cœur, mais par certains côtés, dans cet ouvrage, je me sens plus proche du rationalisme critique d'Apple et d'Habermas à maints égards. Alors, à la fois une herméneutique critique, je dirais, orientée du côté épistémologique, hein, qu'on retrouve très clairement dans Transformation de la philosophie, donc avec un appel très clair à la distanciation, à des procédures scientifiques, qu'on peut retrouver chez Ricoeur lui-même, mais de manière encore plus affirmée, et également du point de vue éthique et politique, même s'il y a des passerelles entre les deux, hein, autour de ce que j'ai appelé une herméneutique amplifiante, hein, une herméneutique amplifiante qui vise à passer notamment par l'éthique de la discussion, hein, pour éviter la simple relativité des interprétations, ou comprendre, c'est pas simplement comprendre autrement. Grande partie, la deuxième partie, l'enjeu c'est la question de la vérité. Enfin, c'est l'obsession de la seconde partie de l'ouvrage, c'est la question de la vérité, et donc de la sortie du relativisme sans tomber dans le dogmatisme. Hein, sans tomber dans le dogmatisme, c'est trouver une voie médiane entre les deux, hein, entre comprendre, c'est simplement comprendre autrement, et grosso modo, on peut atteindre la meilleure interprétation, et on retourne sur une forme de dogmatisme. Donc j'essaie de construire une voie médiane, notamment avec Apple, alors que Apple est parfois associé du côté des philosophes critiques contemporains, du côté plutôt du fondamentalisme, etc. etc. Mais je me sens proche, effectivement, d'Apple, au sens où on doit supposer un certain nombre d'a priori
transcendantaux en matière de communication, etc., etc. Donc je me sens assez proche, presque plus proche de lui de ce point de vue que d'Habermas, qui est la seule possibilité, pas simplement pour éviter la contradiction performative, mais pour précisément permettre un progrès de l'interprétation et de la compréhension. Ce que ne permet pas simplement une herméneutique à la Gadamer. Même si, je me souviens très bien d'un superbe article de Bouvresse dans son petit livre Linguistique et herméneutique, où il parle notamment de Gadamer. Il montre, mais même Gadamer lui-même, pour lui, l'interprétation d'Heidegger de l'histoire de la métaphysique, c'est pas simplement comprendre autrement l'histoire de la métaphysique. Il suppose qu'elle est meilleure qu'une autre. Il montre que même Gadamer ici ne pourrait pas aller jusqu'au bout de son simple comprendre, c'est comprendre autrement. Donc voilà la voie que j'essaie de tracer dans le sillon, hein, et dans le sillage d'Apple, d'Habermas et de Ricoeur, et qui sont des conditions effectivement qui ne sont pas simplement des conditions de l'interprétation dans des rapports intersubjectifs ordinaires, mais qui peuvent aider à penser une politique de l'interprétation qui soit démocratique, pluraliste, et en même temps pas simplement relativiste. Donc j'essaie de travailler, hein, sur ces tensions, comment une société démocratique doit laisser place à la finitude de la compréhension, donc au pluralisme, donc à une forme de relativité des interprétations, et comment une société démocratique doit mettre en plus en place des procédures, des institutions, notamment par l'école, par l'éducation, qui visent à permettre un progrès de l'interprétation et de la compréhension. Donc c'est ces deux cordes, en quelque sorte, que j'essaie de repenser aussi bien avec Citon, Habermas, Apple. C'est quelque chose de central, hein, à la fois reconnaître le pluralisme irréductible sans tomber dans une forme de relativisme, et que nos institutions permettent, par la confrontation, par la discussion, par l'interprétation amplifiante, de permettre un progrès dans la meilleure compréhension et la meilleure interprétation. Oui, je te suis tout à fait. Je vais peut-être poser une dernière question avant de laisser la parole aux autres. C'est une question, un étonnement. Mais tu as dit que ça allait étonner. C'est la conclusion, c'est l'épilogue. Avec Foucault. Avec Foucault. C'est-à-dire que dans le cadre d'une anthropologie de l'homo interpretans, apparaît en épilogue celui pour lequel l'homme s'efface dans le sable. Donc là, c'est vrai que Foucault commence à parler d'herméneutique lorsque Ricoeur n'en parle plus, chronologiquement. Alors il prend, pour ainsi dire, un relais. Mais justement, donc je comprends bien que dans l'archéologie du savoir, etc., on peut trouver des activités d'interprétation. Ça, c'est effectivement, pour quelqu'un qui travaille sur les archives, etc., bon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que effectivement, je voulais savoir pourquoi dans l'épilogue, Foucault. C'est une question qui m'a été posée par Luce notamment. Alors, d'abord pour une question Alors d'abord parce que Foucault est un philosophe qui m'est par ailleurs très cher. Enfin, c'est un philosophe, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un philosophe qui m'est très cher pour plein de raisons. Alors, il y avait une question un peu pratique, c'est où est-ce que je le mets? Enfin, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, mais où est-ce que je le mets? Alors, effectivement, dans un certain sens, j'aurais pu le mettre plutôt dans la première partie, par certains côtés, à travers les technologies de soi, les technologies interprétatives de soi, mais en même temps, le premier Foucault a travaillé aussi sur, j'essaie de le montrer, pas directement sur l'herméneutique, mais un peu sur l'herméneutique quand même, mais qui est associé systématiquement chez lui, et c'est ce qui est problématique, en dépit de toute l'admiration que je peux avoir pour son œuvre, à l'herméneutique des profondeurs. Il est dans le débat, enfin en tout cas
au cours des années 60-70. C'est très clair, l'herméneutique pour Foucault, c'est Freud, c'est le soupçon, c'est ce que Ricoeur appellera les maîtres du soupçon, c'est vraiment ça. Bon. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est notamment l'ouvrage de Dreyfus et Rabineau, qui est vraiment extraordinaire, où ils vont montrer qu'il y a une place pour l'interprétation. Chez Foucault, une analytique interprétative, je crois, c'est dans mes souvenirs, mais qui ne se dit pas dans les termes de l'herméneutique, puisque pour Foucault, l'herméneutique est encore liée à l'herméneutique des profondeurs, donc à un sens caché, et in fine, son sens s'inscrit historiquement dans la tradition chrétienne, très clairement pour lui, et donc avec ce soupçon permanent que derrière cette herméneutique du soupçon, il y a une question du pouvoir. Donc il faut en finir. Il faut les derniers textes de Foucault disent très très clairement qu'il faut en finir avec l'herméneutique, il faut proposer d'autres formes de technologie de soi, etc. etc. Bon. Mais qu'il faut en finir avec l'herméneutique. Ce que j'essaie de montrer en travaillant notamment sur ces derniers textes, l'herméneutique du sujet, les pratiques d'aveu, les origines de l'herméneutique du soi, c'est que à partir du moment où Foucault propose de nouvelles technologies de soi, il n'y a pas de technologie de soi sans dispositif d'auto-interprétation. Donc l'interprétation, sans qu'elle soit nécessairement herméneutique au sens technique du terme, elle est partie intégrante. Donc, alors pourquoi en épilogue? Parce que je n'ai pas entièrement répondu à ta question. Parce que aussi Foucault, en travaillant à la fois sur des questions d'épistémologie, sur des questions d'anthropologie, même si il ne le dirait pas sans doute comme ça, peut-être le dernier Foucault, mais bon, en tout cas il ne le dirait pas de manière explicite, étant donné son rapport à l'anthropologie, me permettait aussi de reprendre mes analyses précédentes, mais en les remettant en perspective à l'aune de ses propres analyses. Donc de ne pas faire simplement une conclusion standard, et de reprendre une part de la substance du propos, mais en les repensant à partir des catégories foucaldiennes. Merci. Peut-être qu'on peut laisser le public. Oui, je crois qu'on a encore 15 minutes, je crois, c'est ça C'est 5 minutes, pardon, on m'a 19h. Allez-y. On m'a dit 19h15. Eh bien, tant mieux. Mais peut-être qu'il n'y a pas de question. Peut-être qu'il n'y a pas de question. Oui. Nous, D'accord. Je vous remercie pour les présentations. J'ai une question sur la critique, parce qu'à la fin, vous avez montré un rapport entre épistémologie et critique. Mais je me demande si on peut envisager le sujet de la critique à partir de la problématisation de la compréhension qui devient interprétation. Parce qu'il y a des dispositifs de domination déjà qu'on peut apercevoir dans le fait d'empêcher quelques problématisations et faire possible d'autres problématisations. Et justement, Habermas appelle, on était très critiqués par rapport à certaines pathologies pré-linguistiques ou pré-interprétatives qu'une théorie critique comme la deux n'inclut pas dans cette perspective. Donc je me demande, parce que même pour Husserl comme pour Ricoeur, la Rückfrage avait besoin d'un autre moment critique de retour, après les moments de fondamentation, que je vois que vous envisagez très bien dans les liens entre première et deuxième partie de votre livre. Ricoeur, par exemple, mettait en dialogue la Rückfrage de Husserl avec la critique des idéologies de Marx, pour montrer que les sciences sociales ou les sciences de la nature peut aussi nous permettre d'identifier un certain type de pathologie dans notre capacité interprétative. Donc c'est ça mes questions.
où est-ce qu'on peut situer à la critique dans une anthropologie interprétative qui ne soit pas simplement épistémologique, comme vous proposez dans votre livre? Merci. Effectivement, il y a des conditions sociales de possibilité de l'interprétation. Alors, j'en parle un petit peu, notamment avec Bourdieu, les quelques passages consacrés à Bourdieu. Il y a des conditions sociales de possibilité de l'interprétation, et en même temps, il y a des mécanismes de domination, précisément, en fonction de ceux qui peuvent disposer, pour parler comme Bourdieu, d'un capital, ou scolaire, symbolique, etc., qui peuvent précisément avoir des dispositions que d'autres n'auraient pas pour pouvoir interpréter, et voir ceux qui disposent de certains capitaux de s'en servir pour précisément de ce capital interprétatif comme domination sur d'autres individus. C'est effectivement une question importante, alors que j'aborde un petit peu avec Bourdieu, un peu avec Boltanski, un petit peu dans le passage sur la question du pragmatique, métapragmatique chez Boltanski. J'aurais pu développer davantage. Alors, Habermas, peut en parler un peu, du moins le Habermas des années 60, l'Habermas de connaissance et intérêt, le Habermas qui va prendre la psychanalyse pour penser les déformations systématiques de la communication. Alors, est-ce qu'il y a la question de la domination? Oui, la question de la domination est intégrée dans cet Habermas-là. S'il y a des déformations systématiques de la communication, c'est aussi parce qu'il y a des questions de domination qui se posent. Et c'est notamment une des raisons de son opposition avec Gadamer, justement. Donc la question de la domination est en partie prise en compte à travers ces déformations systématiques, me semble-t-il, par Habermas, en tout cas par le Habermas des années 60, me semble-t-il. Mais j'aurais pu encore en parler davantage dans l'ouvrage. Très, très brièvement. Je passe rapidement sur le fait que bon, l'ampleur de l'ouvrage est sans équivalent. Il n'y a aucun autre livre qui englobe autant de questions et qui est aussi fin dans toutes les analyses que Georges Christian, c'est vraiment tout à fait remarquable. Je laisse à côté. La reprise d'Ariel Fraga est particulièrement intéressante aussi, je trouve, parce que là, il faut articuler des choses sur les différents niveaux. Alors, j'ai en particulier été vraiment intéressé par justement l'épilogue avec Foucault, je le trouvais assez bien amené, et je l'ai trouvé intéressant parce qu'on revient à la dimension pratique. Alors, il n'y a pas tout de suite politique, enfin, quoi que ça annonce, mais l'analytique du soi, relue aussi par Ricoeur, je trouvais spécialement intéressant, c'est une dimension qui est immédiatement plus morale. Par contre, je me demande s'il n'y a pas plus à faire en partant aussi par exemple, pas seulement, bon, on voit bien l'écart, mais de Hadot, parce que je trouve que l'approche de Foucault sur l'herméneutique chrétienne, c'est pas simple, juste les années 60-70 où il voit dans l'herméneutique simplement l'herméneutique du soupçon, c'est jusqu'à la fin pratiquement. Ouais, c'est vrai. Et il a une compréhension, ou une incompréhension, mais enfin moi aussi, une compréhension de l'herméneutique du soi chrétienne qui est extrêmement pauvre, à quoi il substitue quelque chose. Pourtant, il m'intéresse beaucoup. Il a beaucoup fait, donc j'apprécie beaucoup Foucault. Il a beaucoup fait pour qu'on se réintéresse à cette question-là. Donc c'est un mérite absolu, quelle que soit là ma dimension critique de ce que je dis. Et puis il substitue à cette pauvre herméneutique chrétienne, où il oublie par exemple que logiquement l'idée c'est quand même une transformation de soi, même une déification, donc il connaît beaucoup, il ignore beaucoup. Il substitue quelque chose que moi je trouve pauvre par rapport à ce que dit Hadot sur ce point-là. Ouais. Au fond, il y a bien une dimension, politique, il insiste dans un texte en particulier, mais il y a quand même, pour moi, le fantôme qui reste d'une technologie de soi qui consiste à se créer soi-même, mais dans le vide. La référence, il me semble qu'il y a une influence au dandy. Oui, ça ne paraît pas. Sur la question de la vérité, par exemple, là, il n'y a pas de vérité. C'est très vide. Moi, je suis très, très frustré de ce que Foucault dit à ce sujet. Et je trouve qu'il a été très, très tendre. Ce qui n'empêche pas aussi de remercier Foucault, justement, d'avoir remis tout ça, parce qu'il a contribué encore plus que Hadot, vu la résonance que ça a pu avoir. Par exemple, ce qu'il n'y a pas,
ce que j'ai beaucoup aimé chez Hadot, mais alors là on revient à la lecture, c'est que chez Hadot, il y a une dimension politique immédiate, qui est très visible, et puis cosmologique. Et chez Hadot, c'est sur un arrière-plan chrétien. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a une vraie question, mais je trouve que moi j'étais content de voir Foucault aussi, parce que précisément, et on comprend très bien pourquoi, tu rappelles, il n'est pas considéré par ceux qui s'intéressent à l'herméneutique, et on comprend très bien pourquoi. Ils ont toutes les raisons de ne pas le considérer. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir considéré. Non, mais c'est... Parce que c'est une vraie question sur l'herméneutique du soi. Et ça permet de lire Ricoeur aussi dans une tension, et ça enrichit la lecture de Ricoeur. Non, complètement, parce que il y a le Foucault des Foucaldiens qui peuvent travailler sur ces questions-là, mais effectivement, dans ceux qui travaillent sur l'herméneutique, Foucault n'apparaît jamais, enfin n'apparaît pratiquement jamais. Alors que ça devient un concept, le concept d'herméneutique, le concept d'herméneutique du soi, enfin, c'est plus celui d'herméneutique du soi, parce que la tradition, on va dire, philologique, textuelle, enfin qui vient de Göttingen, qui vient de la tradition réformée allemande, elle n'existe pas pour lui. Enfin, ça, pour le coup, je ne sais pas s'il la connaît pas, ou enfin, en tout cas, il la cite jamais. Hein. Bon. Ce qui va l'intéresser, c'est vraiment l'herméneutique chrétienne, etc. Mais tout le tournant herméneutique 18e allemand réformé, il n'en parle jamais. Hein. Il n'en parle jamais. Et à la fin, ce qui va l'intéresser, c'est uniquement, effectivement, la question de l'herméneutique de soi, qui pense... Je crois, à partir de sa lecture, justement, des pères de l'Église, etc., comme des formes, d'une manière ou d'une autre, de pratique de médiation. Parce que s'il y a du caché, s'il y a de l'obscur, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous extorquer le sens, dire le sens, vous imposer le sens. Donc l'herméneutique de soi, c'est fondamentalement une pratique de domination, pratique du pouvoir. Hein. S'il veut sortir les technologies de soi de l'herméneutique de soi, c'est pour des raisons foncièrement politique, parce qu'il réduit l'herméneutique de soi à une herméneutique des profondeurs. Ce qui est problématique. Effectivement, tu as raison, pratiquement jusqu'à la fin, il y a ce soupçon, précisément, le soupçon sur le soupçon, hein, ou en tout cas le soupçon sur l'herméneutique du soupçon, d'où sa volonté de sortir de l'herméneutique de soi, parce qu'il appelle très clairement à... mais là où, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a des herméneutiques de soi qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas simplement de profondeur, elles sont extrêmement variées, et que, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que s'il y a technologie de soi, s'il y a processus réflexif de régime de problématicité de soi-même, et Dieu sait s'il s'est intéressé à ces questions-là, on ne peut pas faire l'économie de l'interprétation. Pour une question, Une dernière question. une dernière question. Ah, tiens. Bon, bah, on peut passer en tout cas, un grand merci. C'est moi. Merci d'être là. Merci à vous. Merci.